Thierry Marchalbec, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous aviez d'ailleurs 25 ans au moment où vous avez été élu à la présidence du mouvement des jeunes socialistes. Vous vous présentez comme socialiste, écolo et féministe, et le MJS tient son congrès à Saint-Étienne dans quelques jours pour élire un nouveau président. On va commenter l'actualité de la semaine avec vous, et d'abord ces réactions un peu tardives sur les attaques contre Madame Taubira. Comment se fait-il que les jeunes socialistes qui se sont beaucoup mobilisés pour Leonarda ont mis quand même pas mal de temps à réagir aux attaques racistes contre la garde des Sceaux? Moi, en tant que président du mouvement des jeunes socialistes, j'ai condamné immédiatement toutes les attaques. Il n'y en a pas eu qu'une seule depuis de longs mois, et j'ai aussi, à titre amical, adressé immédiatement un message de soutien à la garde des Sceaux. Et Christiane Taubira, ministre de la République, garde des Sceaux, sera présente dimanche prochain au congrès du mouvement des jeunes socialistes, et les militants, les représentants des différentes fédérations seront là pour témoigner de son soutien amical à non seulement une personne qui a incarné l'égalité sur la question du mariage pour tous, mais qui mène aussi un combat juste, nécessaire et indispensable avec une réforme pénale de gauche qui va permettre de lutter contre la récidive. Donc effectivement, un soutien total et entier à la garde des Sceaux. Et en même temps, je pense que la question aujourd'hui qui se pose n'est pas celle du soutien du mouvement des jeunes socialistes, qui est naturel et immédiat, mais la question de comment aujourd'hui les forces républicaines ne sont pas toutes capables de se lever et d'applaudir le sursaut républicain face au racisme. Et moi, j'ai été à minima chagriné, si ce n'est blessé, par le fait que les députés de l'UMP ne soient pas levés et n'ont pas applaudi la ministre, comme ont pu le faire, par exemple, les députés de l'UDI. Mais enfin, il faut bien reconnaître que le président de la République lui-même a mis... il y a eu un retard à l'allumage, pour le moins, puisque ça a pris 2 semaines avant que le Premier ministre ne s'exprime là-dessus, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre dans notre pays, c'est qu'il y a un tel flot de propos racistes, un tel flot de propos xénophobes. On ne compte plus les dérapages permanents du Front National, mais aussi ceux d'autres ministres. Le fait que depuis 10 ans maintenant, il y a des propos, débat sur l'identité nationale, montrer du doigt les Français en fonction de leur religion. Et là, un débordement d'insultes racistes que peut-être, devant cette saturation, cette permanence, eh bien, sujet après sujet, on ne se dit pas il ne faut jamais rien laisser passer. Et bien aujourd'hui, la gauche ne doit rien laisser passer face au racisme et mettre tous les républicains devant leurs responsabilités et nous dire s'ils ne sont plus républicains. Et dans cette affaire d'insultes contre Christiane Taubira, il faut engager une action en justice ou pas? Mais bien entendu. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et vous posez la question de la réaction du président de la République, elle a été ferme. La question qui se pose là quand même, c'est quel a été le responsable politique qui a dit « je veux participer aux manifestations de la Manif pour tous ». Parce que c'est dans le cadre d'une manifestation de la Manif pour tous, d'un jeune enfant, d'une jeune enfant avec un drapeau de la Manif pour tous qui agite une banane. Jean-François Copé a participé à ces manifestations. Ce sont eux ses amis, ce sont eux qui tiennent ces propos. Ah non, ce ne sont pas eux que vous ne pouvez pas dire, ce ne sont pas eux, Jean-François Copé et ses amis qui tiennent ces propos. Ce sont les personnes qui étaient dans une manifestation avec personnes qui mettent énormément de temps à réagir. Et surtout, il faut voir le lien. C'est qu'à un moment donné, la question du racisme ou de la stigmatisation des individus en fonction de ce qu'ils sont, c'est ça le racisme, ou l'antisémitisme, ou s'attaquer une personne parce qu'il est homosexuel. Jean-François Copé vous répond que lui aussi est victime de racisme, d'antisémitisme, comme on l'a vu sur un récent blog d'un candidat au Front National. Alors, je le soutiens entièrement, et je pense que là aussi, on doit saisir la justice et il doit y avoir des condamnations. Je pense qu'aujourd'hui, les forces républicaines doivent être intraitables et ne rien laisser passer. Il faut peut-être maintenant tous collectivement surréagir, parce qu'à force d'avoir laissé les Français s'opposer les uns aux autres, d'avoir attisé cela, nous avons peut-être à un moment donné fait tomber un certain nombre de barrières qui n'auraient jamais dû tomber. C'est le temps du sursaut républicain, et c'est la responsabilité de la gauche. François Hollande a été aussi élu dans une volonté d'apaiser la société française et de refuser d'opposer les Français les uns aux autres. Écoutez, en disant cela, vous répondez à la question que je m'apprêtais à vous poser, puisque je voulais vous parler du sondage qui a été récemment publié, 30% d'acteurs racistes en plus et 56%
10% d'actes antisémites en plus au cours de l'année écoulée. Alors j'ai bien compris que ça vous inquiétait. Et donc pour vous, la réponse, c'est le sursaut. C'est bien ce que vous nous dites. Le sursaut, bien sûr d'abord dans la condamnation. Le sursaut dans le fait qu'il ne faille rien laisser passer. Moi, je pense que voilà, ce n'est pas une opinion. L'antisémitisme, c'est un délit. Le racisme, c'est un délit. Il faut saisir la justice. Et en même temps, il faut aussi dire les choses. C'est que quand on a eu les propos pendant 10 ans sur les moutons qu'on égorge dans la baignoire de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, les propos lors d'un débat sur l'identité nationale qui, de fait, s'est résumé à un débat sur la question des musulmans, quand, de façon assez répétée, on pose des questions religieuses pour opposer. Moi, j'ai vu encore récemment, il y a un débat qui a été ouvert sur la question de la circoncision. Pour moi, c'est juste une nouvelle fois une volonté de pointer du doigt les personnes de confession juive, les personnes de confession musulmane. Quand on fait un débat qui, sur la question du mariage pour tous, des droits nouveaux, mais qui retirent des droits à personne, juste la question de l'égalité, et qu'on a entendu des propos plus que limites. Il y a quand même un certain nombre de responsables de l'UMP qui ont été condamnés pendant plusieurs fois sur des propos homophobes. Je pense à M. Vanès, et il y a eu d'autres propos qui comparaient à des comportements animaux les personnes homosexuelles. Eh bien, quand il y a la libération de la parole haineuse, eh bien oui, il y a une augmentation dans la société des actes racistes, des actes antisémites, des actes homophobes, des actes anti-musulmans. Eh bien, je pense que la droite républicaine, qui se perd des fois et qui a perdu la boussole de ses valeurs, eh bien, aujourd'hui, elle a aussi une part de responsabilité dans cette situation dans la société. L'affaire Leonarda a aussi fait écran et a empêché de réagir à ce qui s'est passé à Lampedusa. Là aussi, on n'a pas beaucoup entendu les jeunes socialistes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut ériger des barricades ou est-ce que l'Europe doit prendre ce problème à bras-le-corps et réagir en commun ? Le mouvement des jeunes socialistes sur cette question s'est exprimé de façon immédiate. Je l'ai moi-même fait dans une tribune sur les questions de politique migratoire dans le Huffington Post. Il y a une chose, il faut d'abord regarder la situation telle qu'elle est. Quand il y a 12 000 personnes qui sont mortes aux frontières de l'Europe, dans le désert, dans la mer Méditerranée, ces 10 dernières années, cela montre bien que quelle que soit la hauteur des murs que l'on souhaiterait construire, la hauteur des barrières, quand la situation est tellement terrible dans leur pays, ils feront tout pour venir. Eh bien moi aujourd'hui, je pense qu'il faut poser en Europe, bien sûr, la question de la solidarité. On ne va pas laisser les Italiens tout seuls gérer. Mais peut-être aussi qu'on ne peut pas avoir d'un côté, quand on a un débat sur l'immigration, la stigmatisation, le refus des régularisations, le refus d'accepter qu'il puisse y avoir aujourd'hui un enrichissement de l'Europe par les populations immigrées, et après, on verse des larmes sur la question de Lampedusa. On ne peut pas dire immigration zéro et après avoir des propos... très peu parlent d'immigration zéro. Il y a le Front National qui parle d'immigration zéro, c'est tout. Hein. C'est tout. La politique quand même de l'UMP pendant l'entre-deux tours, notamment de l'élection présidentielle, il n'a jamais été question était de réduire uniquement à de l'immigration économique, plutôt extrêmement qualifiées, ce qui ne sont pas exactement forcément les personnes qui se retrouvent aujourd'hui décédées Monsieur Marshall à Lampedusa. vous parliez de barrières. Alors justement, la Grèce a érigé, on le sait, une barrière avec la Turquie. La Bulgarie est en train de faire de même. L'Espagne aussi a érigé sa propre barrière avec Ceuta et Melilla, les deux îles qui lui appartiennent et qui sont tout près du Maroc. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en train de devenir un Fort Chabrol ? L'Europe, aujourd'hui, se recroqueville sur elle-même. En tout cas, une partie de l'Europe se recroqueville sur elle-même. Et moi, il y a un élément qui m'interroge, qui m'interpelle. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une diminution du nombre de personnes qui sont régularisées dans un certain nombre de pays en Europe. Et en fait, c'est se mettre la tête dans le sable. Parce qu'on voit bien qu'il y a exactement le même nombre d'immigrés qui arrivent chaque année. La seule chose que ça entraîne, c'est le développement des mafias, le fait qu'il y ait plus de morts et de décès qui ont cours. La question de la politique d'aide au développement, mais aussi la question dans une Europe qui est vieillissante, d'accepter, de dire posément, oui, nous pouvons accueillir un peu plus d'immigrés aujourd'hui dans nos pays, et ce sera bénéfique à nos économies, mais aussi bénéfique à la culture européenne, que l'Europe s'est faite aussi de vagues d'immigration successives. Je pense qu'il y a un discours de gauche à tenir, et sur cette question-là,
il ne faut pas, quand on est un homme ou une femme politique de gauche, s'excuser d'être de gauche. Moi, je suis fier d'être dans un gouvernement où il y a 10 000 régularisations en plus en 2013 parce que nous avons abandonné la politique du chiffre et nous avons mis en place une politique de critères. Il y a 10 000 régularisations en plus. On ne va pas s'excuser. On a une augmentation de 15% des naturalisations. On ne va pas s'excuser. Moi, j'appelle tous les hommes et les femmes de gauche à ne pas s'excuser de mener une politique de gauche aussi sur ces sujets. Oui, mais là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique d'immigration. Il y a quand même un vrai drame humain. Je ne sais pas si vous avez vu Le Monde hier, les naufrages, la traite des humains, l'esclavage. Il est question d'esclavage dans le papier du Monde hier. Est-ce que l'Europe peut rester... Là, c'est vraiment un problème humain. Mais l'Europe doit agir. Elle doit agir, mais pour agir, l'Europe doit avoir des moyens pour agir. La question de la solidarité, c'est-à-dire donner de fait, le fait que l'Europe mette des moyens, donner à l'Italie, faire que l'Union européenne verse de l'argent au gouvernement italien pour pouvoir assurer les missions de secours, les missions d'accueil, d'avoir des navires qui puissent récupérer les petites embarcations qui peuvent chavirer avec des morts, mettre les moyens humains, policiers aussi pour démanteler. Mais vous ne faites pas ça quand le budget de l'Union européenne baisse. Vous ne faites pas ça quand vous demandez en permanence aux États de baisser les dépenses. Il faut quand même à un moment donné lier les problèmes. C'est qu'on ne peut pas avoir l'émotion à Lampedusa et de l'autre côté, quand on a un sommet européen sur la question du budget européen, sur la question des moyens alloués aux forces de police, sur le fait qu'on impose aux États de mener des politiques d'austérité, il y a un lien. Il y a un lien entre la politique d'austérité qu'on impose et l'incapacité de l'Union européenne de faire sa mission première d'humanité. Eh bien moi, je veux lier les deux sujets. Pour pouvoir agir à Lampedusa, nous avons besoin de sortir des politiques d'austérité. Je ne sais pas si vous savez, mais Jean-François Copé propose de supprimer 1 million de postes de fonctionnaires en l'espace de 5 ans. C'est forcément supprimer 30 000 postes dans la police et la gendarmerie. Vous pensez qu'on va démanteler la mafia avec 30 000 postes de policiers ou de gendarmes en moins dans notre pays ? Alors, on va parler de la politique d'austérité, mais auparavant encore une question de société. Dans l'affaire dite des 343 salauds manifestent contre la pénalisation des clients de prostituées, vous avez été choqué, vous, le féministe ? Si vous me permettez, parce que même se vautre dans la vulgarité, je pense que le manifeste des 343 connards serait peut-être un peu plus approprié à partir du moment où on se vautre dans ce genre de propos. Je pense qu'il faut à un moment donné, là aussi, rappeler la réalité des faits. Plus de 80% des prostituées aujourd'hui en France sont dans des réseaux. La plupart des clients de la prostitution, quand on les interroge, il y a des enquêtes, je pourrais vous les donner si vous le souhaitez, disent que même quand un client sait que la personne prostituée est dans un réseau, cela ne l'empêche pas d'aller consommer ce produit. On ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, dans la société française, mais comme dans de nombreuses sociétés européennes à tradition patriarcale, eh bien, il y a un nombre de viols extrêmement conséquent, plus de 50 000. Il y a un nombre de femmes qui se meurent sur les coups de leur mari. Et il y a cette idée qu'on pourrait posséder le corps de la femme, acheter le corps de la femme. Eh bien, quand on est de gauche et qu'on pense qu'il y a sur un certain nombre de domaines, il faut plus d'éthique et une restriction de la sphère marchande, eh bien, on n'accepte pas la marchandisation du corps. Il faut changer le regard sur la prostitution. Ça ne doit pas être accepté dans la société. Eh bien, moi, en tant que président des Jeunes Socialistes, je suis pour protéger les prostituées. Il faut mettre fin au délit de racolage passif, mais il faut aussi responsabiliser les hommes dans notre société, dire que la prostitution et l'acte d'aller voir des prostituées n'est pas acceptable et il faut pénaliser le client. Najat Vallaud-Belkacem le sait, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle a le soutien indéfectible de l'ensemble des militants du mouvement des Jeunes Socialistes sur ce sujet. Enfin, après le mariage pour tous, maintenant le gouvernement s'occupe de la prostitution, on peut quand même se demander, il n'y a pas des problèmes plus importants à s'occuper ? Vous pensez que ce n'est pas un problème important ? On vient de parler sur la question de Lampedusa, de la question de l'esclavage. La question de la prostitution... Non, je ne parle pas de Lampedusa, je vous parle du mariage pour tous, de la prostitution. Lampedusa, c'est autre chose, je ne me permettrai certainement pas de dire ça. Mais si vous voulez, vu la situation économique, vu la situation sociale, sociétale, comme on dit parfois, est-ce que le mariage pour tous et la prostitution ne sont pas des sujets qui auraient dû venir après ?
Moi, je ne comprends pas cette question de hiérarchisation. Parce qu'on peut mener des politiques macroéconomiques tout en améliorant les questions d'éthique, les questions qui permettent le vivre ensemble. Et deuxièmement, s'il y a bien un domaine où la misère économique, l'exploitation, la violence a lieu, c'est bien sur les personnes prostituées aujourd'hui dans notre pays. Je pense que quand on se soucie de ceux qui sont le plus victimes du capitalisme, de la mafia, de l'exploitation humaine, eh bien ça améliore aussi la situation de tous. Et je pense qu'on peut très bien faire les deux. On n'a pas le fait d'abolir la prostitution, de pénaliser le client, ça ne nous empêche pas de faire les emplois d'avenir. Ça ne nous empêche pas de faire la banque publique d'investissement. Cela ne nous empêche pas d'avoir un programme de 34 plans de la nouvelle France industrielle avec Arnaud Montebourg. Cela ne nous empêche pas d'augmenter les bourses pour les étudiants. Cela ne nous empêche pas de mettre les moyens dans l'école de la République. Ça n'empêche pas non plus tous les plans sociaux qu'on voit arriver, qui arrivent effectivement, qui vont encore arriver le mois prochain. C'est ça que les Français retiennent surtout. Mais les Français, bien entendu, ils ont un sujet de préoccupation. Le premier, j'ai exactement le même qu'eux, c'est la question de l'emploi, c'est la question du pouvoir d'achat et de la lutte contre le chômage. Et nous mettons les moyens. La Banque publique d'investissement, la nouvelle France industrielle avec 34 plans, la question de la transition énergétique et la question quand même du crédit d'impôt, compétitivité d'emploi et du plan de compétitivité. Nous avons mis les moyens et maintenant la politique, elle doit être intensifiée. On doit peut-être avoir des éléments de relance plus importants en termes de la consommation, mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir une politique de lutte contre l'exploitation humaine qu'est la prostitution. Alors, ce qui reste aussi préoccupant, vous l'admettrez, c'est la progression annoncée du Front National aux élections municipales et européennes de 2014. Est-ce que la gauche a les moyens d'endiguer cette montée du Front National ? Elle doit se donner les moyens d'endiguer la montée du Front National. Et pour ce faire, nous avons un impératif, c'est faire réussir la gauche. Le congrès du mouvement des jeunes socialistes qui aura lieu la semaine prochaine, le slogan, c'est réussir. Aujourd'hui, si le gouvernement met une politique en œuvre qui permet de réduire le chômage, d'améliorer la qualité des services publics, de réduire l'endettement sur le long terme de la France, tout en ayant des mesures aujourd'hui qui refusent l'austérité et qui permettent la relance économique. Si nous réussissons la politique pour laquelle les Français ont décidé de renvoyer à ses études Nicolas Sarkozy, d'élire François Hollande, je pense qu'effectivement, cela permettra d'avoir un climat apaisé qui permettra de réduire l'influence du Front National. Et donc la question qui se pose à tous les militants de gauche, et moi je me la pose, c'est la tâche que je me donne. C'est comment je peux aider à faire réussir la politique de gauche. Et moi je pense qu'aujourd'hui, je le dis à tous ceux qui nous écoutent et qui ont le cœur qui bat à gauche, il faut être à l'offensive. Il faut desserrer l'étau sur le gouvernement. Il faut faire que le gouvernement ait de l'oxygène quand le MEDEF essaye de faire dérailler le train du changement. C'est ce qui est arrivé sur la question, par exemple, de la loi économie sociale et solidaire. Il y a le droit d'information des salariés pour quand il y a une cession d'entreprise, c'est-à-dire quand un patron veut vendre son entreprise, on demande à ce qu'ils informent les salariés pour que les salariés puissent se permettre de racheter l'entreprise s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, il y a 50 000 emplois par an qui sont détruits parce qu'un chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise ne trouve pas de repreneur, mais sans jamais avoir demandé aux salariés si oui ou non ils souhaiteraient reprendre l'entreprise. Eh bien, faire que les hommes et les femmes de gauche se mobilisent face aux intérêts particuliers, face à la finance, face aux agences de notation, face au MEDEF, pour permettre au gouvernement d'aller jusqu'au bout des réformes et donc de faire réussir la gauche, c'est cela notre tâche. Moi, je veux être à l'offensive et je veux être utile pour la réussite de la gauche. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont attirés par le Front National. Vous avez envie de leur parler à ces jeunes ou bien vous les considérez comme perdus ? Mais bien sûr qu'il faut leur parler. Vous savez, je suis né en Lorraine. J'ai fait une grande partie de ma vie en Lorraine et j'ai après fait mes études dans le Nord-Pas-de-Calais. Je connais ces jeunes, ceux qui subissent le chômage, ceux qui subissent le déclassement, ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils auront un meilleur emploi que celui qu'occupaient leurs parents alors qu'ils ont plus de diplômes. Et c'est bien pour ça que le président de la République a dit « priorité jeunesse ». Et s'il y a un chiffre dont les médias ne veulent pas parler apparemment, ni l'UMP ni le MEDEF, le chômage des jeunes a diminué ces 5 derniers mois.
le chômage des moins de 25 ans a diminué. La catégorie d'âge où le chômage était la plus importante, les 18-24 ans, c'est la première catégorie d'âge où nous avons inversé la courbe du chômage. Et cela, c'est grâce aux emplois d'avenir. Cela, c'est grâce aux contrats de génération. Cela, c'est grâce aux emplois francs. N'en déplaise à l'UMP qui, elle, stigmatise en permanence les emplois aidés et qui préférait imposer une hyper-austérité en baissant la dépense de 100 milliards et en supprimant 1 million de postes de fonctionnaires. Aujourd'hui, le premier endroit où la politique du gouvernement réussit, c'est sur la question du chômage des jeunes. Eh bien, je dis aux jeunes, regardez cela et donnons du temps pour que le changement porte ses fruits. Alors, il faut donner du temps, mais en même temps, il faut bien reconnaître que François Hollande est de plus en plus mal. La France a vu sa notation baisser par les agences. Alors, vous mettez les agences de notation dans le même sac que le MEDEF, mais enfin, les sondages aussi continuent à dégringoler. Qu'est-ce que vous conseillez au président? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller jusqu'au bout. Il doit aller jusqu'au bout des réformes. Il ne doit pas changer de cap. Il ne doit pas s'excuser d'être de gauche. Il ne doit pas s'excuser de mener une politique en faveur de l'égalité. Il a été élu sur un programme. Voilà, aujourd'hui, on a une agence de notation qui décide de dégrader la note de la France. Mais qui sont-ils? Quelle légitimité ont-ils? Enfin, vous ne disiez pas ça quand il dégradait la note et que le président s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais vous vous trompez. S'il y a bien une chose sur laquelle le mouvement des jeunes socialistes a une constance absolue, regardez aussi les propos d'un ministre tel qu'Arnaud Montebourg, c'est bien de dénoncer ces agences de notation qui n'avaient pas vu venir la crise des subprimes, qui n'avaient pas de problème quand ils étaient eux-mêmes à truquer les comptes en Grèce pour faire que la Grèce rentre dans la zone euro. Aujourd'hui, quand un prix Nobel d'économie tel que Paul Krugman dit qu'aujourd'hui, il n'y a aucun fondement économique pour dégrader la note de la France, sauf un élément. Il dit il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils font ça. C'est parce qu'on met en place une taxe à 75% sur ceux qui ont des revenus supérieurs à 1 million d'euros. Eh bien, François Hollande, il a été élu pour cela. François Hollande, il a été élu pour dire que voilà, notre ennemi, notre adversaire, c'est la finance, c'est la finance qui essaye de mettre la France peut-être à pas genoux. ce qu'il a dit de plus heureux. Apparemment, il a un petit peu regretté d'avoir dit notre ennemi, c'est la finance. Il a bien besoin de la finance, par exemple. Le gouvernement s'apprête à donner 3 milliards au quartier nord de Marseille. Il promet également 1 milliard à la Bretagne. Alors, il y a quand même deux questions qui viennent à l'esprit. Un, où est-ce qu'on va trouver cet argent? Et puis deux, est-ce que c'est pas de l'électoralisme? Je pense à Marseille notamment. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. La situation à Marseille, quelle est-elle? L'UMP a été au pouvoir pendant 10 ans. À Marseille, l'UMP a supprimé des postes de policiers. Ils ont supprimé des postes d'enseignants. Vous savez, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ah, on est un bon gestionnaire quand on dit cela. Mais à Marseille, ça fait moins de policiers et ça fait moins d'enseignants. Vous pensez que c'est bénéfique à la ville? Ils ont aussi décidé, c'était Jean-Pierre Raffarin, de supprimer toutes les subventions au transport en commun, au tramway. Donc à Marseille, il n'y a pas eu d'investissement. Et puis on a décidé de supprimer, de réduire les dotations aux collectivités territoriales. Et donc il y a moins d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, Marseille est une ville populaire. Et on sait quoi? C'est pas moi qui le dis. C'est des rapports maintenant du Fonds monétaire international. La baisse de la dépense publique dans une période de récession économique accentue la récession et au final accentue l'endettement. Eh bien oui, quand on est de gauche, qu'on a lu un petit peu des cours en économie, je pense notamment au keynésianisme, eh bien on assume des politiques de relance et des relances dans l'investissement. Si vous ne pensez pas que la qualité de nos services publics, la qualité de nos infrastructures, le fait que demain à Marseille, on aura des transports en commun plus efficaces, ça va faire aussi une attractivité pour des entreprises dans le premier port de la Méditerranée. Je pense que c'est ça l'important et c'est pour ça que c'est une mesure juste, nécessaire et indispensable. Et je pense que d'ailleurs, les Marseillais veulent le changement et c'est ce qu'ils auront au municipal. D'accord. Monsieur Marshall Beck, nous sommes à la veille, Marshall Beck, excusez-moi. Exactement. Nous sommes à la veille du 11 novembre, c'est le lancement des commémorations de la guerre de 14-18. La Première Guerre mondiale, est-ce que ça veut dire quelque chose pour les jeunes? Bien entendu, la Première Guerre mondiale, vous savez, c'est la matrice du XXe siècle, à bien des égards du XXIe siècle. Le premier génocide, cette brutalisation du fait de la montée des nationalismes, c'est l'héritage de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui nous a conduit aussi avec le traité de Versailles, avec ce diktat sur l'Allemagne, cette course folle vers la montée des totalitarismes, notamment en Allemagne ou avec la révolution russe. Je pense qu'il y a aujourd'hui, pour comprendre
le 21e siècle. Pour comprendre qui nous sommes et où nous allons, il y a besoin de regarder son passé et d'avoir pas uniquement un devoir de mémoire, mais bien avoir un devoir d'histoire. Et je pense que ces commémorations, on doit les placer dans le temps long. Bien sûr, la commémoration de 14-18, mais d'avoir une commémoration qui regarde l'entièreté de 1914 à 1945. Et je pense que c'est ce que propose de faire le président de la République. Alors, on n'aura pas le temps d'aborder d'autres sujets, mais on le fera la prochaine fois avec vous, parce que vous terminez vos fonctions dans quelques jours. Vous allez suivre le président de la République dans son voyage la semaine prochaine en Israël ? Non, le président de la République s'entoure de ceux dont il doit s'entourer, c'est-à-dire des ministres, ses conseillers, dans un voyage nécessaire et indispensable dans une terre qui a besoin plus que jamais de paix et d'avoir 2 États. Alors, on vous découvre, vous êtes ce qu'on appelle en radio un bon client, donc on vous retrouvera probablement à d'autres fonctions et vous reviendrez ici. La dernière question, c'est la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks. Nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet ? Quel est le livre que vous lisez en ce moment ? Le livre que j'ai terminé hier. Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, aux éditions Les Petits Matins. C'est de 2 épidémiologistes anglais, Richard Wilkinson et Kate Pickett, et qui montrent que dans les sociétés les plus riches, la Suède, la France, les États-Unis, eh bien, plus la société est égalitaire, plus les écarts de richesse sont faibles, plus il y a une bonne réussite scolaire, une espérance de vie plus importante, moins de criminalité, moins d'obésité, moins d'arrêt cardiaque. Et donc l'égalité est plus importante que la création de richesse dans les sociétés riches. Et notamment avec une chose qu'il faut avoir, c'est qu'un pauvre Suédois peut potentiellement vivre plus longtemps qu'un riche Américain, alors que les dépenses de santé sont 3 fois plus importantes aux États-Unis. L'égalité est meilleure pour tous. L'égalité, c'est ce qui détermine la liberté. C'est ce qui est démontré par des épidémiologistes. Ce livre a été vendu à 140 000 exemplaires en Angleterre. Aujourd'hui, il est traduit en France. Eh bien, je pense que c'était ça le sens de la campagne de François Hollande. L'âme de la France, c'est l'égalité. Eh bien, la réussite, vous parliez du Front National. Est-ce que oui ou non, nous arriverons à faire que la France soit plus égale, plus juste, que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres aient diminué en 2017 ? Je pense que c'est ça la condition de notre réussite. Une fois de plus, c'est ce que je vous disais, on ne doit pas s'excuser d'être de gauche. Nous avons été élus pour mener une politique de l'égalité, c'est ce que nous devons faire et le président doit aller jusqu'au bout des réformes. Et le rôle des jeunes socialistes, mais aussi des moins jeunes, c'est de desserrer l'étau qu'il y a aujourd'hui sur le gouvernement de tous les intérêts particuliers, des intérêts de la finance du MEDEF qui veulent faire dérayer le train du changement. Et moi, c'est la mission aujourd'hui que je me donne d'être un des mousquetaires, d'être aux avant-postes face au conservatisme et aux intérêts particuliers pour permettre à la gauche de réussir. Thierry Marchal-Beck, président du mouvement des jeunes socialistes, merci d'avoir été l'invité ce matin du Grand Entretien.